Bonsoir Jean-Yves Le Gall. Bonsoir. Président du CNES, le Centre national d'études spatiales. Vous voyagez beaucoup, alors pas dans l'espace, mais à travers le monde, entre Kourou, Paris, Bruxelles, Baïkonour, je présume, entre autres. L'actualité spatiale est très chargée, donc on profite de l'un de vos passages à Paris pour la commenter, avec peut-être un petit bilan de la première partie de la mission Proxima, avec le spationaute français, rouennais précisément, Thomas Pesquet. 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Tout se passe bien? Tout se passe bien, vous le savez, Thomas est parti le 17 novembre, c'était à Baïkonour, il faisait très froid. Et si tout va bien, il restera dans la station jusqu'au 2 juin. Et donc, son quotidien, c'est faire des expériences dans le domaine médical, dans le domaine des matériaux, dans le domaine aussi de la métallurgie, des choses comme ça. Mais la caractéristique de Thomas, c'est que c'est l'un des tout premiers astronautes totalement connectés. C'est-à-dire que son ambition est de faire partager sa mission grâce aux réseaux sociaux, de sorte qu'on devienne finalement un peu acteur de sa mission. Auparavant, les gens regardaient à la télévision ou ailleurs, les astronautes dans l'espace, c'était très bien, ça faisait rêver. Et là, il y a une interactivité. Tous les jours, il met sur son compte Facebook une photo qu'il a prise, elles sont superbes, et c'est pour ça que finalement, Thomas Pesquet s'est invité dans notre vie quotidienne. On voit toutes ces images vraiment impressionnantes, mais Jean-Yves Le Gall, est-ce que cette aventure de la part de la France n'est pas aussi montrer notre savoir-faire? C'est un petit peu le Made in France dans l'espace, c'est le Made in France parce que toutes les expériences qu'il met en œuvre ont été conçues en France. À Toulouse, nous avons le CEDMOS au CNES à Toulouse, qui est le centre qui met en œuvre ces expériences. Elles sont conçues en général par des PME parce que c'est très très pointu dans le domaine de la médecine, des matériaux, des choses comme ça. Et ça permet de tirer l'innovation vers le haut. Et donc c'est un peu gagnant-gagnant parce que les PME se développent et font des choses qu'on n'ont pas l'habitude de faire. Et en ce qui nous concerne, eh bien, ça nous permet d'envoyer dans l'espace des choses tout à fait extraordinaires. Quel est le rôle du CNES, donc le Conseil national d'études spatiales, dans cette affaire? Dans cette affaire, le CNES, d'abord, finance, bien sûr, la participation de l'Europe à la Station spatiale internationale. Quel est le budget du CNES? Le budget du CNES, c'est 2,3 milliards cette année. Et ce qu'il faut noter, c'est que nous avons un budget d'augmentation d'à peu près 10%, ce qui montre, dans un contexte budgétaire qui est celui qu'il est, eh bien, le grand intérêt que les pouvoirs publics portent à la recherche spatiale. En gros, vous définissez les programmes spatiaux et ensuite vous confiez à l'industrie la réalisation de ces grandes aventures. Oui, le CNES définit des programmes spatiaux, c'est de l'innovation. Et on a l'habitude de dire qu'on est un vecteur d'innovation au service de l'emploi parce que 80% de notre budget va chez les industriels, aussi bien les grands maîtres d'œuvre que les PME qui sont très innovantes. Beaucoup de dossiers, je disais. Il y a le satellite Galileo, le GPS américain. Galileo, c'est l'équivalent, mais beaucoup plus précis en Europe. C'est l'autonomie stratégie de l'Europe. Il y a Copernicus aussi. Alors là, c'est un programme de surveillance de la Terre. Et puis, dernier en date, Microcarb. Alors là, c'est le premier satellite français capable de mesurer le CO2 à l'échelle planétaire. Alors, Microcarb, c'est en quelque sorte les retombées très positives de la COP 21. Ce sont les satellites qui ont mis en évidence le réchauffement climatique. Ils ont mis en évidence le fait que la température moyenne du globe augmente. Ils ont mis en évidence le fait que le niveau des océans augmente de 3,2 mm par an. Quand on a commencé à en parler, les gens pensaient qu'il y avait des sortes de micro-zouaves du pont de l'Alma un peu partout qui permettaient de voir l'augmentation du niveau des océans. Mais 3,2 mm par an, évidemment, il n'y a que les satellites qui peuvent le voir. Et maintenant, on va un pas plus loin. À la COP 21 à Paris, au mois de décembre 2015, des accords précis ont été pris entre les États pour réduire les émissions de polluants, essentiellement le gaz carbonique et le méthane. Et grâce à 2 satellites que nous développons, Microcarb pour le gaz carbonique avec le Royaume-Uni, Merlin pour le méthane avec l'Allemagne, eh bien nous allons faire des cartes de ces émissions de polluants. Qui permettront de sanctionner peut-être les pays qui ne respectent pas la COP 21. Peut-être pas sanctionner, mais déjà qui vont permettre de regarder ce qui se passe. Et c'est extrêmement important. D'ailleurs, Ségolène Royal est venue passer la journée de vendredi au CNES à Toulouse parce que c'est là qu'on conçoit Microcarb. Galileo, expliquez-nous très rapidement le principe face au GPS américain. Galileo, ça va servir à quoi? Le GPS, vous savez dans quelle rue vous êtes. Galileo, vous savez sur
sur quel trottoir vous êtes. Et ça, c'est fondamental. C'est français, c'est européen. C'est européen. Ça a été conçu à Toulouse, 18 satellites en orbite. Et c'est fondamental parce qu'on parle beaucoup de l'Internet des objets, de la voiture sans chauffeur. La voiture sans chauffeur, elle a besoin d'une extrême précision. Et ça, seul Galileo peut la fournir. Le satellite à propulsion électrique, ça c'est aussi une grande nouveauté? Le satellite à propulsion électrique, c'est aussi une grande nouveauté parce que jusqu'à présent, on avait des satellites de 6 tonnes, dont 3 tonnes étaient constituées par des ergols, donc du carburant, du comburant, pour mettre le satellite à poste. Là, on remplace ces 3 tonnes par quelques dizaines de kilos et on envoie en fait des photons grâce à l'énergie électrique qu'on fabrique avec des panneaux solaires. Donc vous imaginez le gain sur un tel gain de masse. Jean-Yves Le Gall, Ariane 6, la grande sœur, on va dire, en tout cas successeur de Ariane 5. Ariane 6, le programme sera réellement lancé en 2020, c'est l'objectif. Est-ce qu'il sera tenu? Si vous voulez, on a passé des étapes, ça va bien. On a fait des choix extrêmement précis sur Ariane 6 pour limiter les nouveaux développements parce que l'objectif, c'est d'abaisser les coûts. Ariane 5 est douée. J'ai l'habitude de dire qu'Ariane 6 sera surdouée. Ça sera la même qualité qu'Ariane 5 que nous avions fiabilisé lancement après lancement. Mais est-ce qu'on fera mieux qu'Elon Musk aux États-Unis? Parce qu'il y a SpaceX aux États-Unis qui lance des fusées, enfin des satellites 2 fois moins chers que les Européens. Comment vous résistez à cette concurrence? Ariane 6 fera aussi bien, mais Ariane 6... Aussi peu cher? Ça sera à peu près comparable à SpaceX. Mais Ariane 6 a été conçu au cours des 10 dernières années. Mais dans ce métier, il ne faut jamais baisser la garde. Et donc, on pense déjà à une éventuelle suite. Parce que si demain, il y a une vraie technologie disruptive qui apparaît aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Inde ou je ne sais où, le CNES aura dans sa boîte à outils, en quelque sorte, de quoi répondre à cette nouvelle attaque. Et c'est ça qui fait finalement tout l'intérêt du CNES, c'est-à-dire avoir toujours de l'innovation, essayer d'avoir un coup d'avance. Jean-Yves Le Gall, comment on est plus compétitif face à un Elon Musk, donc le fondateur de SpaceX aux États-Unis? Et on est plus compétitif parce qu'on a un héritage d'Ariane 5, un héritage des développements qui ont été faits, parce qu'on a aussi un partenariat public-privé qui fonctionne très très bien, qui est un peu la carte de visite de l'Europe spatiale, et puis les résultats sont là. Jean-Yves Le Gall, président du CNES, le Conseil national d'études spatiales. Merci monsieur, bonsoir. Merci.